Que devient la Libye depuis la chute de Mouammar Kadhafi? Les Libyens votent ce samedi pour des élections législatives. Le Congrès qui sera élu aura pour priorité de nommer un gouvernement et de mettre sur pied une commission chargée de rédiger la future constitution. Un scrutin historique après 42 ans de dictature. Mais le contexte dans lequel cette élection se déroule pose aujourd'hui de nombreuses questions. Comment organiser un vote dans l'insécurité? Les affrontements tribaux ont fait des centaines de morts, et ce alors que le pays est divisé. 8 mois après la fin de l'intervention de l'OTAN, la Libye, composée de 170 tribus, est-elle au bord de la guerre civile? Voilà les questions que nous poserons ce soir à nos invités. Aregia Wafa, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes libyenne, vous étiez professeure d'université à Tripoli, et je précise que votre famille vit toujours à Misrata, ville martyre durant la Révolution. Kamel Almarach, bonsoir, vous êtes libyen, bonsoir, journaliste indépendant. Avec nous sur ce plateau, James André. Bonsoir James, bonsoir. Vous êtes grand reporter à France 24. Vous revenez de Libye, où vous avez suivi la tribu Toubou qui affronte en ce moment les tribus arabes. Vous nous en parlerez dans un instant. Et avec nous Jean-Yves Moisseron, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut pour la recherche et le développement, rédacteur en chef de la revue Maghreb Mashrek. Alors avant de commencer ce débat, tout de suite ces paroles de Libyens. Comment les Libyens vivent-ils ce scrutin historique, scrutin qui se tiendra, je vous le disais, ce samedi? On les écoute. L'élection de l'Assemblée nationale, beaucoup de gens commencent à douter de son utilité. Pour qui voteriez-vous et pourquoi? Des élections requièrent de la sécurité avant tout. C'est un honneur de participer à quelque chose qui arrive pour la première fois en Libye. Ils veulent nous forcer à participer. Nous ne voulons pas être forcés de voter. Ils disent que les Libyens sont libres, donc on est libre. Comment peut-on aller voter alors qu'on est encore réfugiés dans des bidonvilles? Voilà, et nous partons tout de suite à Tripoli, où l'on rejoint notre correspondante Marine Olivesi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors Marine, est-ce que les habitants de Tripoli sont mobilisés pour ce scrutin ? Alors on peut voir dans les rues de Tripoli en effet pas mal de jeunes distribuer des tracts, beaucoup d'affiches politiques aussi un peu partout dans la ville. Mais il faut dire que les gros meetings politiques qui ont été organisés jusqu'à présent par les principaux partis n'ont pas vraiment déplacé les foules. C'est plutôt dans les quartiers que la campagne semble se dérouler, par petits groupes, par petits comités. On assiste ici et là à des rassemblements politiques d'une soixantaine, d'une centaine de personnes dans les mosquées, entre les candidats et leurs électeurs. Mais ça ressemble plutôt à une conversation, à un échange qu'à un meeting politique à proprement parler. En tout cas, les Libyens ici à Tripoli vous diront pour la plupart qu'ils comptent aller voter samedi. La campagne d'inscription sur les registres électoraux en mai avait rencontré un franc succès et donc beaucoup s'attendent ici à une forte participation samedi. Marine, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui à Tripoli ? Alors à Tripoli, la situation est plutôt calme, rien vraiment à signaler. C'est plutôt à l'est et dans le sud du pays que certains craignent des débordements. À l'est tout d'abord parce que dans la ville de Benghazi, plusieurs incidents se sont déroulés, notamment le mois dernier. Et la communauté internationale notamment a été prise pour cible dans un premier incident contre la mission diplomatique américaine. Puis moins d'une semaine après, un tir de roquette a été lancé contre un véhicule diplomatique du consulat britannique à Benghazi. Et dans les deux cas, des groupes islamistes extrémistes ont été mis en cause. Plus généralement, à l'Est, il y a un mécontentement assez vif concernant la répartition des sièges dans la future Assemblée. Une manifestation dimanche contre ce qu'ils estiment être une sous-représentation de l'Est libyen dans la future Assemblée a terminé par la mise à sac des locaux de la commission électorale à Benghazi. Et puis dans le reste du pays, au sud, il y a toujours des affrontements de temps à autre à Koufra, mais aussi au sud de Zintan. Le mois dernier, en moins d'une semaine, à peine une centaine de morts à cause de ces affrontements. Donc la capitale libyenne, plutôt calme, voire très calme, mais plusieurs voyants rouges qui s'allument à tour de rôle dans le reste du pays. Et on va en parler. Merci beaucoup Marine Olivesi, envoyée spéciale de France 24 à Tripoli. Kamel Almarach, après 42 ans de dictature, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui de vivre un moment historique avec ces élections législatives? Bien sûr, c'est un moment historique, pas seulement après 42 ans de
de Kadhafi en Libye, mais bien avant ça. Et vous savez, il n'y a pas de parti politique en Libye depuis 1963. Donc la situation démocratique en Libye, c'est vrai, cette élection, c'est historique. Mais la question, est-ce que cette élection a la solution les problèmes qui règnent en Libye, c'est une autre question. Pas... Et on va en parler tout à l'heure, notamment de ces affrontements tribaux et puis de cette déliquescence finalement de l'État, enfin si on peut d'ailleurs parler d'un État libyen aujourd'hui. Regia Wafa, vous, votre sentiment par rapport à ce scrutin donc, qui va se tenir samedi? C'est une étape importante pour la construction de la démocratie. Très importante, mais est-ce qu'il va y avoir une démocratie? Est-ce que les Libyens, de la base jusqu'au sommet de la pyramide, est-ce qu'il va, lui, avoir ses droits? Est-ce qu'on va supprimer les bidonvilles? Est-ce que les Libyens peuvent se faire soigner? Des gens meurent pour une appendicite ou pour des choses vraiment très très simples. Est-ce que les gens du CNT qui se targuent d'être des gens justes, des gens qui vont procurer tout le confort, est-ce qu'on peut les croire? Quel degré de crédibilité on peut donner à ces gens-là, vu ce qui s'est passé, vu les gens qui n'ont vraiment aucune raison d'être là où on les a nommés? Comment ça va se passer? Ça fait très très peur. Où est la parité homme-femme? Que va devenir la femme libyenne? Et qu'est-ce qu'ils ont, tous ces régimes, de l'Égypte jusqu'à Tanger, et je ne parle pas des autres? La femme, c'est la mère, c'est la sœur, c'est la fille. D'ailleurs, le président Il y a quand même plus de 600 femmes, je crois, qui se présentent dans ce scrutin, donc elles n'en sont pas quand même complètement écartées. Ça ne représente rien. Ça ne représente rien. Qu'est-ce que c'est, 6 femmes sur les... 600 femmes sur près de 4000 candidats. Je crois que c'est pas rien quand même. Mais on va en parler tout à l'heure. Je crois que c'est un peu gonflé. Jean-Yves Moisseron, donc je le disais, près de 4000 candidats, donc, dont 600 femmes qui se présentent à ce scrutin, des dizaines et des dizaines de partis. Tout d'abord, est-ce que les Libyens s'y retrouvent ? Non, les Libyens ne s'y retrouvent pas, mais ça, c'est d'abord quelque chose qu'on observe à chaque fois qu'il y a des transitions démocratiques. Entre guillemets, je mets beaucoup plus de guillemets ici. D'abord, on observe une espèce d'éclatement et de fragmentation du champ politique, une efflorescence de partis politiques. Donc là, on en a vraiment beaucoup, mais en Pologne, en 90, il y en avait 200 aussi. Donc on observe toujours ça. Ces partis politiques n'ont pas de réalité idéologique, elles ne marquent pas des grandes oppositions. Elles traduisent simplement un état de la société libyenne, qui est une société, vous l'avez dit, tribale, fragmentée, où chacun essaye de trouver ses marques. Et puis après, normalement, dans un processus politique normal, il y a une espèce de recomposition des forces politiques qui dessine un paysage un peu plus lisible. Alors justement, Jean-Yves Moisseron, est-ce qu'on peut dire pour nos téléspectateurs, pour comprendre quand même qu'il y a aujourd'hui 3 grands partis, on va les découvrir ensemble à l'antenne, peut-être que vous pouvez en dire un mot pour chacun. Il y a le PJC, Parti de la justice et de la construction, qui est issu, c'est ça, des frères musulmans, le Al-Watan d'Abdelhakim Belhadj, c'est ça, et les libéraux de l'ancien Premier ministre Djibril. Alors, il représente effectivement les 3 des sensibilités politiques qui sont en train de s'organiser. On retrouve d'ailleurs un peu la même chose, des frères musulmans d'un côté, une organisation qui est beaucoup moins organisée ou structurée qu'en Égypte, mais qui a une certaine réalité, qui incarne disons un islamisme citadin qui veut jouer le jeu de la vie politique, des forces islamistes moins organisées avec des tendances djihadistes un peu inquiétantes. Abdelhakim Belhadj. Et puis une composition, toute la Libye progressiste, moderne, un peu plus ouverte, qui souhaite des règles de droit, de la démocratie. Et quel est le parti aujourd'hui qui prédomine? Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y a une tendance qui est plus forte qu'une autre? Ça va être difficile à dire, on verra, mais il faut dire quand même que même ces 3 partis politiques, on ne sait pas très bien ce qu'ils représentent en termes de force au niveau national. Et la seconde chose, c'est que dans le mode de scrutin, il y a quand même un grand nombre de sièges qui sont réservés aux indépendants, et donc ça ne va pas se refléter dans la composition de ce nouveau congrès.
Alors James André, vous étiez dans le sud. On va voir une carte. Vous étiez aux alentours donc de Koufra, où il y a actuellement donc des affrontements entre la tribu Toubou, tribu noire, et les tribus arabes. On voit ici la carte. Alors est-ce que ces tribus sont mobilisées aujourd'hui pour ce scrutin? Est-ce qu'elles y pensent? Est-ce qu'elles vont aller voter, Toubou, ces tribus? Concrètement, à Kofra, par exemple, j'ai vu absolument aucun... Enfin, à Kofra, on n'est pas rentré à Kofra, mais je suis par contre bien allé à Sebha, qui est l'autre ville qui se trouve à l'autre bout du désert, hein, donc à l'ouest. Et là, on ne voit absolument aucune trace d'un scrutin à venir. Il n'y a absolument aucune affiche. Les gens n'en parlent pas vraiment et ils n'y croient pas. La plupart des gens à qui j'ai pu parler me disent mais c'est impossible de tenir un scrutin. Le 7 juillet, on était là il y a une quinzaine de jours maintenant. Les Toubous d'ailleurs ont aussi déclaré pour certains, parce que alors, c'est là aussi, même au sein même de cette ethnie Toubou, il y a plusieurs leaders politiques qui ne sont pas forcément toujours d'accord ensemble, mais certains ont même appelé à boycotter ce scrutin en disant qu'ils ne reconnaîtraient pas le résultat. Donc leur position est de dire, voilà, nous on a notre territoire, on considère que l'État libyen n'est pas fort, que le CNT n'est pas notre gouvernement. Hein, c'est un petit peu le sentiment qu'on a quand on est sur place. Et si on prend Issa Abdelmejid Mansour, qui est l'un des leaders de Kofra, qui lui parle carrément de se séparer de la Libye, voire qui parle éventuellement de fédéralisme, mais qui parle même d'un État Toubou au sud de la Libye. Donc on a des positions qui sont assez différentes. À Benghazi, on veut aussi de l'autonomie à l'est. Donc c'est expliquer quand même le morcellement du pays. Ouais. Kamel Almara, justement, je voudrais qu'on parle quand même de Benghazi, parce que c'est quand même de là d'où est partie cette révolution libyenne. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'à Benghazi, les autorités ont appelé au boycott de ces élections, parce qu'en fait, elles s'insurgent, si j'ai bien compris, de leur représentation au Parlement libyen, donc qui va être élu ce samedi. Je crois qu'ils vont obtenir 60 sièges. Donc pour la Tripolitaine, 102 pour la Cyrénaïque, et ils estiment en fait que c'est le contraire. Hein. Cyrénaïque 60 sièges et Tripolitaine 102. 102 Pardonnez-moi, voilà. J'ai fait une erreur. Et faisant 38 sièges. Tout à fait. Et la commission électorale a été très violemment attaquée samedi dernier. C'est le bureau de commission électorale à Benghazi qui est attaqué par le pro-fédéralisme, c'est-à-dire les gens qui viennent de Benghazi et qui constituent avec un chef historique de Sanoussia qui s'appelle Ahmed Al-Zubayr Al-Sanoussi, qui était emprisonné par Kadhafi. Et c'est lui qui est derrière ça, c'est lui qui est derrière que la Libye doit être un État fédéral. Parce qu'il dit l'Est de la Libye a été marginalisé pendant le gouvernement de Kadhafi, ou pendant le régime de Kadhafi. Donc, il faut apprendre ou appliquer le système fédéral en Libye. Mais même ça, dans l'Est de la Libye, c'est pas un grand nombre de gens qui croyaient au système fédéral. Donc, c'est une minorité, mais c'est une minorité qui était armée, qui était bien organisée. Donc, il peut poser des problèmes à l'élection ou à la tenue d'élections à l'est de la Libye. Et surtout, les gens, on a des observateurs qui sont sur place à Benghazi et qui aujourd'hui ont peur d'aller voter parce que justement les autorités ont lancé un appel au boycott. Jean-Yves Moisseron, la question qu'on se pose également, c'est sur la question des islamistes. Est-ce que les islamistes sont très présents en Libye et est-ce qu'il y a un risque que le pays devienne une dictature islamiste ? Alors, derrière le mot islamiste, on peut mettre beaucoup de choses extrêmement différentes, puisque avec le processus et ce qui s'est passé dans le monde arabe, le spectre politique qui est sous cet adjectif a considérablement s'est élargi. Donc il faut savoir de quoi on parle exactement. La Libye, c'est un pays musulman qui a des traditions fortement ancrées dans l'islam. Si on prend simplement cette partie de l'islamisme djihadiste, salafiste, qui est particulièrement actif, qui a participé aux luttes armées, je crois que son expression politique restera limitée et encadrée dans les structures traditionnelles de la Libye, et en particulier les structures tribales. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude sur ce plan-là. Simplement, il se trouve que ces partis politiques sont d'abord actifs, armés et peut-être financés aussi en partie. Financés par qui ? Il y a des puissances étrangères qui ont des intérêts et qui d'ailleurs sont critiquées par les Libyens.
le Qatar. On en revient toujours au Qatar, non, décidément. Mais bien sûr, bien sûr. Après, les frères musulmans sont aussi, c'est une autre catégorie, on peut considérer que ce sont des islamistes également, mais eux, à l'exemple de ce qui se passe en Égypte, alors il faut être très prudent, etc., mais l'idée c'est de mettre de l'islam et de participer au jeu politique, mais évidemment dans la société, de diffuser ces normes. Et puis il y a le reste de la population qui est musulmane et à mon avis, je pense que l'essentiel quand même de la Libye restera sur cet islam un peu rigoriste, traditionnaliste, et donc il ne faut pas s'inquiéter trop, même si... Non, c'était inquiété du fait que la charia soit inscrite dans la Constitution, notamment, oui, et qu'elle soit source de droit. C'est ce qu'avait décidé le Premier ministre. La communauté internationale s'était émue de cette décision. Hein. Oui, mais la charia, il faut bien comprendre que dans tout le monde arabe, la charia est a été une des sources du droit. Donc, encore une fois, dans certains pays, la principale source. Donc, il faut savoir ce que l'on met derrière aussi l'application de la charia. La charia, on l'agite souvent comme quelque chose d'horrible, mais ça n'est qu'un corpus de droit. Et dans ce corpus de droit, il y a des choses, effectivement, qui sont peu conciliables avec l'idée que l'on se fait des droits de l'homme. Et il y a beaucoup de choses qui sont parfaitement conciliables avec un état de droit. Donc, beaucoup de nuances à introduire. Regia Wafa, est-ce que vous êtes inquiète ? Très. Je suis très inquiète pour les femmes. Ce que vous disiez tout à l'heure, oui. Et pour les hommes et pour les enfants, mais particulièrement pour les femmes. Quand je suis venue faire mes études en France en 67, je n'ai pas eu besoin d'un accompagnateur comme il se dit depuis quelques années. Que dernièrement, à l'ambassade, du temps où j'y étais, on m'a demandé expressément d'intervenir auprès du ministère de l'Intérieur pour... Il y avait 100 bourses homologuées entre la France et la Libye, et sur les 60, il y avait 60 pour des filles. Alors, on me demandait d'intervenir pour faire venir un accompagnateur. J'ai répondu qu'il n'était pas de mon ressort à moi. Mais un accompagnateur, c'est-à-dire un homme. Parce que la femme, elle reste toujours une enfant. Elle doit rendre compte des pas qu'elle fait. Ce qui n'est pas vrai dans la réalité. Mais on peut l'arrêter à l'aéroport. Kamel Al-Marra, je vous vois un peu... Je pense que c'est la loi. C'est plutôt... c'est la loi. Non, c'est pas une loi, c'est plutôt la tradition. La tradition de la famille libyenne, c'est enraciné dans la religion. Donc, une famille, elle ne peut pas envoyer sa fille à l'étranger, je n'en suis pas morte. Sauf s'il y a quelqu'un qui l'accompagne. Mais il n'y a pas de loi qui impose aux femmes qui allaient à l'étranger, il doit être accompagné par un homme. À ma connaissance, il n'y a pas une loi qui cadre ça. Hein. Il y a une loi, et une fois je partais à un congrès à Oslo de linguistique, donc j'étais mandatée, et on m'a demandé, mais l'accompagnateur, j'ai dit, mais je ne... accompagné par son fils, lequel fils avait 6 ans. Kamel Al-Marra dit que ça fait partie des traditions. On va en reparler dans un instant dans la deuxième partie de notre débat consacré donc ce soir à la Libye avec cette question: le pays est-il au bord de la guerre civile? À tout de suite. Sous Saddam Hussein, ils étaient arrêtés et torturés. Aujourd'hui, les chiites d'Irak n'ont plus peur. Depuis le départ des Américains, leur influence politique, religieuse et économique n'a cessé de grandir. À l'école de formation des imams chiites, nos reporters ont rencontré ces nouveaux maîtres de l'Irak. Ne manquez pas Reporter, jeudi à 21h45, heure de Paris, sur France 24.